Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit, BNC. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Nous allons parler santé ce matin avec deux groupes d'invités. Yves Lafortune, détenteur d'une maîtrise dans l'administration publique, expert en politique publique, va nous parler ce matin des enjeux de la politique publique en matière de santé. Et aussi, avec l'autre groupe, on parlera de la Semaine du cerveau. Jean Wilgens Lartigue, étudiant en 4e année de médecine, président du club Cerveau, et Bid Chalmaï Chalorin sont avec nous ce matin. Et évidemment, c'est avec eux qu'on va commencer. Accueillons le premier groupe d'invités à cette émission, Jean Wilgens Lartigue et Bid Chalmaï Chalorin. Jean Wilgens, bonjour. Bonjour, M. Wendel, et bonjour aux auditeurs et téléspectateurs de Radio Télémétropole. Charles Lorrain. Bonjour, M. Wendel, bonjour à tous les téléspectateurs et auditeurs de la Radio Télémétropole. Nous parlons du cerveau. D'abord, pourquoi un club? Un club du cerveau. Pourquoi un club du cerveau? En fait, raconter toute l'histoire du club serait long, mais parce que c'est un organe important, parce qu'on a étudié en sciences de la santé, en médecine, en pharmacie, en biologie médicale à la faculté de médecine et de pharmacie. Donc c'est important de se pencher sur l'important. Donc le cerveau, c'est l'organe qui contrôle tout ce qui se fait au niveau de l'organisme. Donc voilà, on s'est réunis pour parler cerveau. Pour parler cerveau. Une semaine aussi du cerveau. Pourquoi une semaine du cerveau? On a déjà un club. La semaine du cerveau, c'est une activité qui se réalise internationalement dans d'autres pays, notamment en France. Donc la semaine du cerveau, c'est une semaine réservée à des thématiques autour du cerveau et ce qui est associé au cerveau comme des maladies ou encore des potentialités, surtout avec cette année nous-mêmes à la faculté de médecine où on va s'axer directement sur la mémoire. Le cerveau est important et Jean Wilgens l'a dit tantôt, le cerveau est important, le club est important, la semaine est importante aussi selon vous, mais qu'est-ce que ça va apporter en Haïti par exemple, là où l'on a un certain nombre de problèmes liés à la santé? Qu'est-ce que ça va quelle est la contribution d'une telle initiative dans tout travail visant par exemple l'amélioration des conditions de santé ou encore de la santé en Haïti? Qu'est-ce que ça peut apporter selon vous? Voilà, en fait le thème officiel de la célébration de la Semaine du cerveau 2017, c'est la mémoire, mieux l'entretenir pour un cerveau efficace et efficient. Ça touche directement les étudiants, les élèves, parce que la mémoire est un phénomène important au niveau du cerveau, mais quand on connaît sa physiologie exacte, on peut mieux l'appréhender et mieux étudier. Mais aussi au niveau du club, on a deux sujets récurrents qui constituent deux problèmes majeurs de santé publique dans le pays. Il y a les AVC, en fait, avec l'actualité, on sait ce qui arrive, en fait, plusieurs personnes sont décédées récemment d'AVC. Il y a aussi le port de casque à moto avec les accidents de la voie publique. En fait, on essaie de sensibiliser les gens sur le port de casque à moto. On sait que l'État a peut-être cette faiblesse de ne pas s'appuyer, de ne pas sanctionner ceux qui ne portent pas de casque à moto, mais on essaie quand même de montrer l'importance du casque et montrer l'importance du cerveau. Pourquoi il faut protéger le cerveau d'abord, ensuite protéger le reste. Et au niveau de l'AVC, expliquer les facteurs de risque de l'AVC, qu'est-ce qui prédispose à l'AVC et comment on devrait réagir face à une situation d'accident vasculo-cérébral. Et ensuite, alors, plus de précision, rapport entre le casque et le cerveau. Le casque... On sait que ça peut protéger s'il y a un accident, mais est-ce que le cerveau est directement concerné s'il y a un accident? Directement, parce que c'est comme, pour expliquer ça, on va voir comment le président de la République se déplace au milieu du cortège. Parce qu'il est important, il faut le protéger. Donc le cerveau, là, c'est le centre de commande de tout le corps. Si vous vous cassez un bras, et on peut le réparer non seulement beaucoup plus facilement, et puis ça ne va pas trop affecter tout le reste de l'organisme. Mais quand vous tombez que c'est le centre de contrôle qui est bloqué, donc voilà, c'est tout l'organisme et il y a beaucoup plus de risques de décès
Et il y a aussi, c'est plus cher, bon encore, c'est plus cher de traiter et de guérir le cerveau s'il est atteint. Maintenant, comment globalement protéger ce que vous appelez le cerveau? Comment le protéger? Bon, une dynamique en perspective, bon, comme on va s'attarder sur le port de casque à moto, et les AVP, les accidents de la voie publique en Haïti sont d'actualité, c'est très courant. Donc, on peut s'assurer qu'avec le port du casque, même s'il peut y avoir accident, mais une fois que la tête, la boîte crânienne qui protège le cerveau, dès que le casque à moto est porté, donc même s'il peut y avoir fracture aux endroits, mais le cerveau ne sera pas tout à fait touché. Donc, on a une grande chance de survie. Donc, il faut aussi ajouter que ne pas consommer trop de sel pour protéger le cerveau parce que beaucoup de sel augmente les risques d'hypertension artérielle, ce qui va affecter le cerveau et augmenter les risques d'accidents cérébrovasculaires. Donc, est-ce que nous devons considérer cette semaine comme une semaine de sensibilisation? Oui, surtout, c'est un aspect très important de la semaine parce qu'à l'université, c'est formation, recherche et service à la communauté. Donc, on ne reste pas seulement dans la faculté à célébrer la semaine, on sort aussi, on va dans les écoles pour mieux aider les étudiants et les élèves à cerner la physiologie de la mémoire et mieux apprendre. Et aussi, on va dans la rue pour parler aux chauffeurs de taxi-moto pour leur aider à comprendre ce que c'est que le casque, pourquoi on a inventé. C'est pas quelqu'un qui s'est arrivé un beau jour et a dit il va faire beau de porter un casque, mais c'est parce que ça a un rôle, c'est parce que c'est important. Et puis aussi, on parle aux gens des risques, des facteurs de risque de l'accident cérébrovasculaire et comment se protéger par la prévention. Le club du cerveau comporte beaucoup de membres. Jusqu'à présent, on a une quarantaine d'étudiants en pharmacie, en médecine et en biologie médicale. Et tous s'adonnent à cette activité commémorative de la semaine? Oui, tout le monde. Et surtout, on est aidé par d'autres étudiants de la faculté parce que le club cerveau, c'est 40 personnes, mais en réalité, presque tous les étudiants de la faculté participent d'une manière ou d'une autre. Les professeurs, le décanat, les responsables nous aident un peu à porter le message et à célébrer l'activité. Pour terminer, pourquoi c'est le cerveau et non le cœur ou encore un autre organe, par exemple? Pourquoi le cerveau et pas d'autres organes? Bon, on a choisi de diriger ça vers le cerveau. Donc, c'est une initiative. Donc, il est possible que d'autres étudiants prennent l'initiative d'accéder à la discussion sur le cœur. Notamment, il y a un club d'OBGN à la faculté, un club d'obstétrique et gynécologie. Il y a pas mal d'autres clubs, mais nous-mêmes, nous nous intéressons directement au cerveau. Et est-ce que c'est pas parce que seulement c'est un organe vital, mais c'est plutôt parce que on a choisi cet aspect-là du corps humain. C'est pas non plus une porte que vous êtes en train d'ouvrir et qui mène justement à une spécialisation, non? Bon, là, c'est très 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 important ce que vous touchez, puisqu'il n'y a pas vraiment de spécialistes dans le domaine. Et en Haïti, je crois qu'il y a peut-être 4 neurochirurgiens dans tout le pays. Une seule neurologue, un neurophysiologiste, bon, c'est pauvre en Haïti dans le domaine. Donc, si on commence à réfléchir dès aujourd'hui à parler de cerveau, de cette thématique-là, c'est possible qu'on augmente l'intérêt des étudiants sur les spécialisations et en rapport au cerveau, ce qui serait très important pour le pays. Et vous optez déjà pour une spécialisation? En fait, le cerveau est fascinant, c'est intéressant pour tout étudiant en sciences de la santé et surtout en médecine. Mais premièrement, ce n'est pas disponible dans le pays. Donc, pour se spécialiser en neurosciences, à part la psychologie et la psychiatrie, on a la résidence en psychiatrie au centre Marcin Klein. Mais la neurologie, la neurochirurgie, ça se fait ailleurs. Donc oui, c'est possible, mais on essaie de s'adapter surtout à la réalité du pays. Quelle forme d'encadrement vous avez dans le cadre de cette démarche? Bon,
Rien du tout? Oui, beaucoup. On a beaucoup d'encadrement, on a beaucoup de soutien. Les professeurs, le décanat de la faculté, ils nous aident en leur façon, en leur pouvoir. Donc ils nous aident justement à apporter le message beaucoup plus loin. Si quelqu'un se sent, par exemple, motivé, sensibilisé, touché par ce que vous faites, comment peut-il vous contacter? Alors on a un email, l'email c'est clubcerveau fmp2015@gmail.com. Pas de téléphone? Numéro de téléphone, c'est le 3102 48 96. Ok, messieurs, Jean-Wilgens Lartigue et Charlemagne et Charles Lorrain. Donc, vous sensibilisez les gens autour de l'importance du cerveau cette semaine. Vous faites partie du club du cerveau de la faculté de médecine et de pharmacie. C'était un plaisir de vous avoir ce matin. Et là encore, on a tenté de parler de notre... On a tenté de tenir un autre langage aujourd'hui, de parler d'une autre chose qui peut aider, qui peut sauver. Merci d'avoir choisi Métropole. Merci à vous, M. Théodore. Merci, Charlemagne, Charles Lorrain. Et là encore, nous allons parler, comme je l'ai dit tantôt, nous allons parler santé, mais cette fois-ci avec Yves Lafortune, les enjeux d'une politique publique de la santé. Restez branchés, madame, monsieur, ne quittez pas, on vous revient tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit BNC. Nous accueillons à l'instant même notre invité, Yves Lafortune, et avec qui on va parler des enjeux d'une politique publique de la santé. Yves Lafortune, bonjour. Merci d'accepter d'être avec nous à Métropole ce matin. Bonjour Wendell, bonjour aux auditeurs et aux téléspectateurs, téléspectatrices, auditrices de Radio Télémétropole. Et c'est pour moi vraiment un plaisir d'être sur le plateau. Yves Lafortune, pourquoi vous avez choisi de faire ce plaidoyer pour une vraie politique publique? En fait, c'est un plaidoyer qui porte sur la totalité des enjeux. Le plaidoyer des politiques publiques. Ça veut dire, il n'y a pas longtemps qu'on a créé, après consultation et résultats, l'Institut des politiques publiques. Donc, c'est un enjeu qui porte sur la totalité des problématiques. Maintenant, aujourd'hui, spécialement la santé, parce que justement, il y a plusieurs constats. Le constat, comme c'est dit dans la bande annonce, ça veut dire aujourd'hui, c'est triste de voir qu'on n'ait pas un centre hospitalier adéquat pouvant donner des soins de santé à la population. Le constat est qu'aujourd'hui, si vous avez un malaise qui dépasse une simple chimie sanguine, on est obligé d'aller soit à Cuba, soit aux États-Unis d'Amérique. Aujourd'hui, en République dominicaine. Aujourd'hui, par exemple, comme parlait le commissaire du gouvernement hier, pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas avoir des équipements nous permettant de faire une autopsie? Donc, le constat est grave et aujourd'hui, ça nous a interpellés. Donc, l'histoire, c'est que je faisais ce qu'on appelle un chat avec M. Moussignac et on parlait de la problématique de santé. Et dès lors, je me suis dit, mais écoute, c'est pas qu'il n'existe pas une politique de santé, mais c'est comment implémenter cette politique de santé. Donc, de ce fait, je lui ai dit, mais pourquoi ne pas prendre le document existant, le plan directeur 2012-2022, et faire en sorte qu'il y ait des experts. Parce que je vous jure qu'il y a des experts qui connaissent très bien le système, enfin, ce qu'on appelle la science de la santé. Et pendant qu'on chattait, j'ai une ancienne professeure qui était là avec nous à Métropole l'année dernière, mais ce ne sera pas ni en leadership, ni en nouveau management, ni au sens de l'État. Elle a travaillé, par exemple, au Québec comme sous-ministre de la Santé, et elle a participé à implémenter une politique publique. Donc, pourquoi ne pas avoir des experts haïtiens qui voient en quelque sorte les limites ou bien qui parleraient des limites, des faiblesses de ce plan existant. Et pourquoi aussi ne pas avoir une idée de l'extérieur, un plan de santé qui a été un très bon plan de santé, je parle du plan de santé de Québec, mais avec ses faiblesses aussi, et faire en sorte qu'il y ait une vision comparée de la question de santé. Donc de là, l'idée est née. On peut se poser la question, vous n'êtes pas médecin, vous êtes très certainement un expert en politique publique, vous avez une maîtrise
en administration publique et vous avez choisi de faire un plaidoyer pour une politique publique de la santé en Haïti. Comme je vous ai dit tout à l'heure, ça veut dire que quand on parle politique publique, c'est une dimension tentaculaire. Ça veut dire que les politiques publiques, c'est tous les 18 champs, par exemple, d'action gouvernementale, par exemple. Aujourd'hui, c'est la santé. Demain, ce sera sur l'éducation. Après, ce sera sur les affaires étrangères. Ça veut dire que les politiques publiques choisies par le gouvernement et les politiques publiques desquelles nos vies dépendent. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a un problème réel donc, de notre lieu de chercheurs, de notre lieu de citoyens concernés. Il faut poser le problème. Il faut aller voir, pourquoi ne pas faire en sorte qu'il y ait donc une politique publique de santé qui puisse aider les Haïtiens? Parce que ça fait longtemps déjà qu'il y a eu de déclarations de politique générale portant sur ce que les gouvernements vont faire sur la santé. Qu'est-ce qu'ils vont réaliser? Aujourd'hui, le constat, c'est qu'aujourd'hui, nous n'avons même pas un centre hospitalier adéquat. Et il eût été, à mon avis, simple parce que si l'on prend, alors ça c'est une parenthèse que je fais, si on prend par exemple une approche qui a été faite par le docteur Jean-Noël Buteau lors d'une conversation que j'ai eue avec lui. On a 3 millions de gens qui travaillent. Si l'on prend par exemple, si l'on perçoit 100 gouttes sur 3 millions par mois, donc c'est ce qu'on appelle une approche solidaire. Donc, on aurait pu trouver de l'argent pour pouvoir doter le pays d'un centre hospitalier. Ce n'est pas le fait de construire un building, des gratte-ciel qu'on va avoir une politique publique de santé. C'est plus simple que ça. Il faut qu'il y ait d'abord cette volonté, il faut que ça dégage de la vision du gouvernement, il faut aussi que toutes les parties prenantes... Est-ce que ça dépend uniquement du gouvernement? Est-ce que ça ne passe pas par les législateurs aussi, mais encouragé ou supporté, voire même pressuré par le simple citoyen comme vous? Au fait, quand on parle de politique publique, on parle d'un lieu, ou bien on parle de plusieurs lieux. Ça veut dire que ça doit être d'abord la vision du gouvernement. Il est dit dans la Constitution que la santé est une priorité. Dans la déclaration de politique générale, on parle de la santé comme politique publique. Maintenant, c'est comment faire en sorte qu'il y ait une politique publique de santé. C'est à ce moment-là que toutes les parties prenantes interviennent. Je parle ici du gouvernement, je parle aujourd'hui du Parlement, on parle des parties prenantes, on parle des groupes organisés, on parle des universités, on parle des citoyens, on parle de tous les groupes organisés qui doivent travailler et qui doivent se mettre ensemble justement pour doter le pays d'une vraie politique publique de la santé. Et donc, c'est de ce lieu-là, de ce lieu citoyen, que je suis interpellé parce que je ne voudrais pas être traité comme un passant, et parce que aussi ça me concerne. Bon, comme passif. Ça veut dire aujourd'hui, il faut ouvrir aussi les yeux. Dans d'autres pays, ce n'est pas les médecins qui deviennent les ministres de santé. Il y a des gestionnaires de santé, par exemple, donc qui permettent ou bien qui travaillent en synergie avec toutes les parties prenantes de sorte que le pays soit doté d'une vraie politique publique. Yves Lafortune, il y a un événement qui s'annonce et cet événement-là va être organisé dans un contexte où un Premier ministre médecin est attendu au Parlement. Est-ce que vous avez saisi le momentum? Non, pas du tout. L'idée est, comme je vous ai dit, on faisait un chat, M. Moussignac et moi, qui est toujours très, très, très branché pour des problèmes de santé. Donc, on parlait de la série des morts de l'ACV. Et l'ACV, c'est... On ne fait pas l'ACV un matin. Donc, il y a tout un processus. Donc, cette problématique nous a interpellés lors de ce chat. Et puis, voilà, on s'est dit qu'il faut organiser un débat. Et moi, comme je sais qu'il y a un plan directeur santé 2012-2022, je me suis dit pourquoi ne pas trouver des experts nationaux qui peuvent donner leur avis sur ce plan directeur et voir comment est-ce qu'un expert étranger puisse offrir sa part de don et ensuite
et faire en sorte de produire aussi l'acte qui en sortira. Ça veut dire que les idées qui seront débattues seront transcrites. Donc voilà comment est née cette idée. Donc, comme vous parlez par exemple du Premier ministre qui a attendu au Parlement, je pense que si je devrais me référer sur le document de politique générale que j'ai vu, je vous dirais que ma peur ne fait que s'agrandir. L'initiative est supportée par des médecins, par... Non, en fait, j'ai essayé d'interpeller toutes les parties prenantes. Ça veut dire que après que la Radio-Télé Caraïbes s'est mise d'accord avec nous sur cet événement, on a été voir les parties prenantes. Les parties prenantes, on a été voir la ministre Daphné Benoît Delsoin qui a accueilli l'initiative avec intérêt. On a été voir le président de la commission santé au Sénat, le sénateur Cantave, qui a accueilli l'idée avec intérêt. On a eu un appel téléphonique avec le responsable de la commission de la santé au niveau de la chambre, au niveau de la chambre basse, M. Sinal Bertrand, et on a eu à parler au groupe organisé, aux professionnels de la santé. Ce matin encore, j'ai parlé à M. Chaléral-Émile parce que je n'ai pas pu trouver donc, les gens de l'AMH. J'ai essayé de trouver toutes les parties prenantes de sorte que le débat ait lieu et que de ce débat-là, il y ait donc des lumières qui permettraient, et qui, bon, je ne veux pas dire qui permettraient, qui vont permettre à ce que la population haïtienne, afin que le pays soit doté d'une vraie politique publique de santé. Oui, mais cette population justement qui nous suit là maintenant, quand vous lui parlez de politique publique de santé, vous me suivez? Oui. Qu'est-ce que vous entendez par là? Bon, en fait, ma part de don, je l'offre. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je sais qu'il y a une problématique. Maintenant, je pense que, par exemple, quand j'ai vu des jeunes comme étudiants en médecine qui m'ont précédé, je pense qu'il y a de l'espoir. Mais il y a aussi, pendant qu'il y a de l'espoir, il y a aussi de la tristesse. Quand un jeune vous dit, par exemple, qu'il y a une spécialité qui eût pu être utile à la nation et qu'on ne dispose pas des moyens pour ça. Donc, de mon lieu, c'est ma part de don que je suis en train d'offrir à la population. Donc, il faut qu'aujourd'hui, la population, enfin, la population haïtienne, puisque je fais partie de cette population-là, et que il faut que ça soit à l'abri de certaines des malaises d'ordre médical. Donc ça veut dire que le problème est criant et il faut le voir de manière intégrée. Il faut le voir de manière intégrée. Ça veut dire que ce n'est pas le fait qu'un gouvernement dise voilà ce qu'il va faire pour la population et que des années passent, et que des jours passent, des années passent, rien n'est fait. Le constat aujourd'hui, comme je vous ai dit, c'est partant de ce constat. Le constat qu'il n'y ait rien. Le constat qu'aujourd'hui, vous êtes en danger, M. Wendel. Le constat aujourd'hui, c'est que nos ministres sont en danger. Le constat aujourd'hui, c'est que nos parlementaires sont en danger. Le constat aujourd'hui, c'est que nos médecins sont en danger. Parce qu'il n'y a même pas d'infrastructure pouvant les accueillir s'il arrive un problème. Donc, c'est de ce constat et nous qui sommes interpellés par cette situation. C'est vrai que la population est interpellée par le primum vivere, mais il faut que nous agissions pour cette population. Et il faut agir. Toujours en tête, il faut agir pour cette population, Yves Lafortune, mais est-ce qu'on n'est pas en train de prêcher dans le désert? On n'est pas en train de prêcher dans le désert aussi longtemps qu'il y aura des jeunes étudiants en médecine comme le docteur Lactique qui m'a précédé et le docteur Charles Maille, enfin l'étudiant Charles Maille, docteur en médecine, enfin en médecine qui m'a précédé. Aussi longtemps que cette population existe encore, on n'est pas en train de prêcher dans le désert. C'est une problématique à laquelle qu'il faut adresser. Mais il ne faut pas le faire comme on a l'habitude de le faire. Je vous pose la question, c'est, puisque vous faites référence à des constats, mais Haïti, dit-on, c'est le pays où tout ce qui est anormal est normal. Dans quel pays aujourd'hui on constaterait une grève de 3 mois, de 4 mois, de 5 mois, sans de véritable réaction de la part des autorités? Bon, en fait, maintenant, c'est le regard citoyen. Aussi longtemps qu'il y a des jeunes qui sont intéressés par le cerveau. Et voyez, ça s'enchaîne.
je ne savais pas qu'il y avait une initiative sur le cerveau. Non, parce que, parce que vous ne suivez pas Métropole, sinon vous auriez su, cher ami La Fortune, que depuis quelques jours, on ne fait que parler de questions de santé. On ne fait que parler de santé à Métropole. Je vous dirai par exemple comment le réveil se fait. Coïncidence. Comment le réveil se fait sur Métropole. Et comment est le rétro sur Métropole à partir du jeudi. Je vous dirai Bob Manuel sur Métropole, donc je pense qu'il ne faut pas m'accuser pour rien. Donc pour y revenir, je pense que c'est même pas la population. Il faut un engagement citoyen. Il faut aussi que les responsables prennent leurs responsabilités. Et ce n'est pas une tautologie. Ça veut dire aujourd'hui, il faut partir du constat. Bon, par exemple, dans la déclaration de politique générale que j'ai lue, on dit qu'il est dit qu'on va partir de l'existant. Mais l'existant, vraiment, c'est ce qui n'est pas. Bien entendu, et comme j'ai fait la démarche dans l'événement qui va avoir lieu vendredi, je parle, par exemple, d'un plan directeur qui existe. Maintenant, on aurait pu se poser des questions sur ce qui a existé avant. Donc, avant, le constat est qu'aujourd'hui, nos présidents vont se soigner à l'extérieur. Aujourd'hui, nos députés vont se soigner à l'extérieur. Aujourd'hui, nos ministres vont se soigner à l'extérieur. Aujourd'hui, comme tous les citoyens qui ont le moyen de le faire. Comme tous citoyens qui ont le moyen de le faire. Aujourd'hui, nos professeurs qui n'ont pas la possibilité les professeurs d'école qui n'ont pas la possibilité de voyager pour bénéficier des points de santé, ils meurent. Donc aujourd'hui, Wendell Theodore voyage pour des questions de santé. Donc aujourd'hui, la population, si nous sommes assujettis à une pareille situation, donc la situation de la population est pire. Donc les gouvernements sont interpellés. Les parlementaires sont interpellés. Les médecins de leur lieu, ils sont interpellés. Maintenant, les groupes organisés de la médecine en Haïti, ils sont interpellés. Je voudrais revenir encore à la charge pour dire, mais qu'est-ce qu'il faut? 7 services de base avec... Mais il y a vraiment des gens qui savent comment établir un système de santé. Donc, si la volonté sort des gouvernements... Est-ce que vous vous êtes penché sur le budget alloué à la santé? En fait, justement, dans le cadre de cet événement-là, il y a le docteur Yves-Joseph Gérard-Pierre, lui, qui interviendra sur cette partie-là, sur cette problématique. Bon, là, maintenant, c'est quand on parle de politique publique, on parle de la cohérence de l'action gouvernementale. Parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas voir seulement la santé. Et si on veut déborder, enfin, dans cette question vue à l'angle des politiques publiques, aujourd'hui, la santé est vue dans un champ. Et c'est le champ de ce qu'on appelle la refondation sociale quand on la traite cette question au niveau du PSDH. Donc la santé, il faut voir la santé de manière intégrée. Donc si les enfants ne bénéficient pas d'une bonne santé, quelque part, ça fait un accroc à l'éducation. Vraiment, c'est cette approche tentaculaire, c'est cette approche vraiment intégrée qui peuvent permettre à la population qui peuvent permettre, par exemple, là, aux gouvernants, à ceux-là qui nous gouvernent, de changer la situation de la population. Donc, le simple citoyen doit s'engager. S'il faut le dire de ce lieu-là, je le dirai. Mais maintenant... Non, parce que les responsables, on en a toujours eu, on en a encore et on en aura à l'avenir. S'ils ne l'ont pas fait, s'ils n'ont pas accordé de l'importance à la question de santé, il faut chercher à savoir pourquoi. Absolument. Moi, je me demande, par exemple, aujourd'hui, les décisions, parce que quand on est en politique publique, on doit parler des décisions. C'est des décisions qui sont prises par rapport à une population et à des responsables qui sont comme zombifiés. Comment aujourd'hui? On sait qu'on a eu des hélicoptères, ambulances, mais quand on est malade, et l'hélicoptère, enfin, supposons que l'hélicoptère arrive, où est-ce que cet hélicoptère va nous conduire? Donc, c'est des décisions qui se prennent sans qu'il y ait une approche intégrée de la politique publique en question. Donc ça veut dire qu'il faut que les acteurs s'asseyent pour dire que voilà à quel point nous en sommes.
et de ce lieu-là pour agir pour faire en sorte que la population soit dotée d'un système de santé efficace. Et à ce moment-là, nos présidents n'auront plus besoin de voyager à Cuba. On a vu le président Privé aller en République dominicaine. On a vu le président Martelly aller aux États-Unis. On a vu le président Privé se rendre à Cuba. On a vu, mais écoutez, bon, les ministres qui vont pour des soins de santé, on ne les connaît pas systématiquement. Et on sait, par exemple, combien de la classe moyenne, combien de ce qu'on appelle cette bourgeoisie, combien de cette élite. Quand je parle de l'élite, je parle des associations de médecins, je parle des associations de sociétés de pédiatrie, de chirurgie, sociétés d'odontologie, etc. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, si ces sociétés-là, si ces groupes organisés ne s'asseyent pas de sorte qu'elles articulent la question de la santé avec ceux-là qui nous gouvernent, donc nous allons tous mourir, comme il est dit dans Le Gouverneur de la Rosée. Parce que ceux-là qui gouvernent la Rosée ou ceux-là qui disent qu'ils veulent diriger la Rosée, il faut qu'ils aient une vision et demandent à toutes les parties prenantes de prendre leurs responsabilités. Oui, mais pour une vraie politique de santé, politique publique, Yves Lafortune, il faut d'abord faire de la santé une priorité. Est-ce que la santé publique, ou bien est-ce que la santé aujourd'hui fait partie des priorités de l'État, pas du gouvernement, absolument. Est-ce que du lieu des définitions, des tentatives de définition des politiques publiques, c'est tout ce que décide de faire un gouvernement ou tout ce qu'il décide de ne pas faire, enfin tout ce que décide de faire ou de ne pas faire un gouvernement. La santé, si par exemple on va dans les politiques publiques, les politiques générales les plus reculées, il y a toujours la problématique de santé qui est adressée. Je parle de 1991, que ce soit le gouvernement Michel, le gouvernement Préval, je parle du gouvernement Bellerive, jusqu'à ce dernier document-là que nous avons, on parle de la déclaration de politique générale du Premier ministre nommé et de Dr Jacques-Guy Lafontaine. Donc ça veut dire qu'il est décidé que la santé va être une priorité. Donc c'est de ce lieu-là qu'il faut partir. Il y a dans le budget une partie, un montant qui est alloué à la santé. Donc maintenant, il y a une démarche en politique publique. La démarche, c'est ce que j'ai tenté de faire pour réaliser cet événement. J'ai essayé d'interpeller les parties prenantes. Donc, d'un autre lieu, pour tenter de résoudre le problème de la santé, il faut interpeller les parties prenantes. Il faut que les gens viennent s'asseoir et dire il y a tel plan de santé. Est-ce que ça va donner des résultats? Il faut qu'on fasse des évaluations en cours d'exécution. Il faut qu'il y ait un savoir expert. Je ne pense pas que... Non, il faut revenir aussi sur les documents déjà produits. Absolument, c'est pourquoi, par exemple, dans le cadre de cet événement-là, nous allons analyser la santé à la lumière du plan du directeur de la santé 2012-2022. Ce seront des experts. Oui, avec l'ancienne ministre de la Santé publique. Oui, c'est de ce document-là que je parle. avait produit plusieurs documents. Et ce qui est intéressant, c'est que la ministre Benoît et Delsoin, Daphné Benoît, elle a accueilli l'idée. Donc ça veut dire que si aujourd'hui, on va avoir la possibilité d'avoir toutes les parties prenantes, et il va découler on aura produit un document à partir des discussions qui seront tenues ce vendredi-là, justement pour soumettre aux autorités. Mais maintenant, vous avez parlé de priorité. Il faut faire comme, les politiques publiques, comme on fait quand on veut et mettre en œuvre une politique publique. Il faut d'abord corriger les informations. On sait que dans les coins les plus reculés, il y a un problème de santé majeur. Donc, il faut que toutes ces informations-là soient sur la table. En un second temps, il faut corriger les informations, il faut dégager le savoir expert. Nous n'avons pas un déficit d'expertise en Haïti. Je sais qu'il y a des gens qui ont
qui connaissent et qui maîtrisent le système de santé. Maintenant, il faut que de la vision du gouvernement avec les parties prenantes, les savoirs experts qu'on voudrait bien mettre sur la table, qu'il y ait une cohésion. Et ensuite, comme je parle de cohésion, dans tout système, il faut dégager ce qu'on appelle l'intracohésion. L'intracohésion, c'est ce qu'on appelle, c'est ce que Romare Jean-Baptiste aime appeler ce minimum d'entente. Et puis partir de ce qu'on appelle l'infracohésion, qui demanderait par exemple que le ministère soit d'accord, que par exemple les bailleurs internationaux soient d'accord sur un plan de santé. Et ensuite, il faut qu'il y ait des projets pilotes. Les projets pilotes n'accepteraient pas qu'un centre hospitalier comprenne 5 ans pour construire un centre hospitalier. Ça n'a aucun sens. Donc c'est des projets pilotes qui nous permettraient de nous évaluer. Et de cette évaluation-là, on va porter des correctifs. Et de ce lieu-là aussi viendra la partition du Parlement. Le Parlement qui devra donc voter des lois par rapport aux enjeux définis dans la problématique. Ça veut dire que cette approche-là, c'est très important et je voudrais rester un tout petit peu là-dessus. Ça veut dire que, et si j'ouvre cette fenêtre par exemple pour parler de l'homme le plus puissant pendant les années passées aux États-Unis. Barack Hussein Obama avait commencé avec l'Obamacare. Il aurait pu, de son lieu de président de la République, d'homme le plus puissant du monde, imposer le healthcare. Pas vrai? Il ne l'a pas fait de cette façon. Comment il a fait? Il a fait en sorte que l'Obamacare soit discuté dans tous les milieux aux États-Unis. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, par exemple, le président Trump ne peut pas rejeter d'un revers de main ce qu'on appelle le healthcare system. Donc ça veut dire qu'il faut que les questions de politique publique fassent débat dans la société. Et après les débats, les décisions, il faut que les décisions soient prises. Et à partir de ces décisions-là, il faudrait que les parlementaires entérinent. Donc le rapport entre loi et politique publique, que ce soit au niveau de la santé, que ce soit à tous les niveaux, il faut que le débat il faut qu'il y ait débat, il faut qu'il y ait des décisions, il faut aussi que le Parlement entérine donc le rapport politique publique et loi. Tout le monde est invité, mais on a la salle 4 Léa. Tout le monde est invité sur invitation. Bon. Non, mais en fait, les acteurs surtout, mais ensuite on a la salle, il y a un effectif. Donc c'est vrai qu'on parle c'est d'une problématique assez intéressante et assez importante dans la société. Donc, et ce sera retransmis en direct sur Radio-Télé Caraïbes. Là, maintenant, je fais une ouverture à la Radio-Télé Métropole et aussi pour moi l'occasion de remercier Patrick Moussignac qui a accepté de nous accompagner dans une pareille idée. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Yves Lafortune était notre invité ce matin. Merci de l'intérêt. Passez une bonne journée avec nous et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit, BNC.